Si tu en as marre d'être déçu en amitié, que tu tombes sur des profils de personnes toxiques qui parlent dans ton dos, qui te trahissent, qui ne te veulent pas du bien, cette vidéo est pour toi et à la tienne. On va bien parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Siam Bengoua. Je suis créatrice de contenu et productrice d'émissions de divertissement bienveillantes sur cette chaîne Siam TV. Dans cette série de vidéos Le Royaume de Siam, je vais vous proposer du contenu pour devenir la meilleure version de vous-même. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si le sujet vous intéresse. Alors aujourd'hui, je vais vous partager les 9 profils d'amis à absolument éviter. C'est très important pour notre santé mentale de bien s'entourer. Le célèbre entrepreneur Jim Rohn a dit maintes et maintes fois dans ses ouvrages et dans ses conférences que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, les 5 personnes les plus proches avec qui on passe le plus de temps. Pour rendre cette vidéo un petit peu plus spicy, je vais vous donner des exemples concrets et des profils psychologiques de personnages de la série Desperate Housewives. Donc je vais associer chaque trait de caractère à un personnage en particulier et mettre en exergue les défauts et les comportements à éviter chez certaines personnes. Alors commençons sans plus attendre avec la numéro 1 de notre liste, c'est la copine jalouse. Alors la copine jalouse, la plupart du temps, c'est une personne qui vit pas la vie qu'elle aimerait vivre et qui va tout le temps vous jalouser. C'est très important de faire la différence entre l'envie et la jalousie. Une personne qui vous envie, ça va être une personne qui vous admire. Ça va être une personne qui va vous considérer comme vraiment un exemple, qui va être motivée par vos actions. Par exemple, j'ai une copine qui fait du sport, qui a une bonne alimentation, qui a perdu du poids alors que moi j'en ai pris. Justement, cette personne-là, je vais l'envier, mais ça va être de l'envie dans une vibe positive parce que je vais être motivée par cette personne. Et après, il y a la jalousie. La jalousie, c'est quand cette personne n'a pas confiance en son propre potentiel. Du coup, elle va vous jalouser et elle va vous envoyer des ondes négatives et elle ne sera pas honnêtement contente pour vous. Et par moment, même, c'est le genre de personne qui vous garde dans leur vie pour vous surveiller. Et ça devient très très toxique à certains moments parce que lorsque vous allez vous confier à cette personne, lui annoncer des choses positives, eh bien, elle ne va pas être contente pour vous. Et la plupart du temps, elle va vous envoyer des ondes négatives, où il y en a qui appellent ça le mauvais œil, etc. À long terme, ça va être problématique, il y aura un blocage. C'est le genre de personne que, par exemple, vous avez votre mariage, vous allez l'inviter, elle va passer sa soirée à critiquer parce qu'elle aura tellement de frustration en elle, tellement de jalousie en elle, qu'elle va passer sa soirée à critiquer, à raconter des choses, elle va commencer à générer des choses super négatives. Donc, moi, je vous conseille personnellement de vous éloigner de ce genre de personnes. Et vous savez très bien que dans votre cercle d'amis, si une personne ne vous soutient pas, c'est très compliqué après de continuer l'amitié avec une personne. J'ai analysé la série Desperate Housewives et j'ai trouvé une personne qui est foncièrement jalouse de son ami et il s'agit de Danielle Van de Camp. Danielle Van de Camp, c'est la fille de Brie Van de Camp. Elle est au lycée avec Julie Mayer, qui est la fille de Suzanne Mayer. Danielle Van de Camp va être amie avec Julie, mais Danielle Van de Camp n'a pas du tout le même potentiel que Julie, parce que Julie, c'est une fille extrêmement intelligente, même si Danielle, physiquement, pourrait plus correspondre aux critères de la société parce qu'elle a un très beau physique, elle est très jolie. Julie, elle est super intelligente, elle a confiance en elle, elle prend les devants et c'est une fille qui est accomplie parce que peut-être grâce ou à cause de sa maman qui est un petit peu all over the place, Suzanne Mayer, qui s'est beaucoup laissée porter par sa fille. Sa fille s'est beaucoup occupée d'elle après son divorce. Et c'est vrai que Julie, elle a réussi à avoir cet instinct de combattante, de prendre les devants. C'est une bosseuse, c'est une fille qui taffe à l'école, etc. Donc pour parler de la relation entre Danielle Van de Camp et Julie Mayer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné dans la série, il y a le neveu de Eddie Britt qui arrive sur Wisteria Lane
et qui commence à se lier d'amitié avec les frères Scavo, avec Julie Mayer, avec Daniel, etc. Il tombe amoureux, fou amoureux de Julie. Un des ingrédients essentiels pour tomber amoureux d'une personne, c'est l'admiration. Donc il admire Julie, elle est très intelligente, elle lui donne des cours, etc. Il tombe amoureux d'elle, il sort avec Julie. Et qui c'est qui va lui piquer en loose day son petit copain? C'est Daniel Van de Camp qui est pote avec Julie, mais elle va lui piquer son mec parce qu'elle est jalouse de Julie. Donc voilà, ça c'est la copine qui va vous steal your boyfriend dans votre dos parce qu'elle est jalouse de vous. T'as couché avec Julie et alors, quelle importance ça a? Pour elle, ça compte. Et je veux pas qu'elle souffre. Moi non plus. On a qu'à se taire, on lui dit rien. Donc vraiment, une copine jalouse, il faut vraiment éviter. Si vous avez d'autres exemples sur la série de situations où une fille a été très jalouse de l'autre, n'hésitez pas à le mettre dans la barre de commentaires. Alors le deuxième profil à absolument bannir de vos amis, c'est la personne qui est narcissique, qui est passive-agressive, qui veut tout le temps être au centre du monde. Alors cette personne-là, elle va s'illustrer avec des choses très simple, c'est une manipulatrice qui va vouloir toujours contrôler ce que vous faites, qui aura toujours un avis sur tout. Quand vous allez par exemple lui demander conseil, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais faire ça, elle va toujours essayer de vous manipuler, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle va toujours essayer de faire en sorte que vous soyez en dessous d'elle, vous donner de mauvais conseils, mais toujours vous garder sous le coude pour savoir un petit peu comment vous évoluez et être bien sûr que vous ne la dépasserez pas, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Ce profil en général, c'est toujours les femmes qui vont penser à leur intérêt avant de penser au vôtre. C'est-à-dire que s'il y a une situation dans laquelle vous émancipez, vous êtes heureuse, cette personne-là, elle ne va pas être contente pour vous. Et elle va même vous dissuader de faire certains choix parce que ça ne va pas l'arranger. C'est-à-dire que même si vous évoluez dans le bon sens, cette version de vous qui évolue et qui s'émancipe dans des choses, ben, si ça ne lui convient pas à elle, c'est-à-dire que si ça va changer son quotidien, et si elle ne pourra pas interagir avec vous comme elle le faisait auparavant, eh bien, elle va vous dissuader de vous émanciper à son propre profit. C'est une fille qui est terriblement égoïste, qui ne pense qu'à elle et à ses intérêts. De par mes expériences, j'ai remarqué que les filles qui étaient un petit peu narcissiques et égoïstes et qui étaient un petit peu, qui se prenaient un petit peu pour le centre du monde, c'était souvent des nanas qui avaient des groupes d'amis qu'elles ne mélangeaient pas. C'est-à-dire qu'elles avaient le contrôle. Déjà, ce sont des personnes qui sont assez territoriales. Elles avaient un petit peu le contrôle, un petit peu sur vos faits et gestes. Elles vous demandaient de partager votre localisation. Ouais, tu fais quoi? Ouais, t'es où? Elles vous posent tout le temps des questions pour savoir ce que vous faites, pour vous surveiller en fait. Pour en revenir avec la série Desperate Housewives, une personne qui est extrêmement passive-agressive, narcissique et manipulatrice, c'est la mère de Orson Hodge. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Orson, c'est le mari de Brie Van de Camp quand son deuxième mari. Donc Orson, il a grandi avec une mère terriblement folle, narcissique, manipulatrice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est elle qui a tué Monique, la maîtresse de Orson, parce que elle avait arrangé le mariage avec Orson et Alma. Et Orson et Alma, ça battait de l'aile. Et Alma, elle voulait un enfant d'Orson. Orson, il voulait la quitter, mais elle refusait qu'elle quitte son fils. Et elle voulait absolument les garder tous les deux. Ensuite, il y a eu cette fameuse Monique Polier, dont Orson est tombé amoureux et avec qui il trompait sa femme. Et elle a tué cette Monique, elle lui a retiré ses dents. Enfin bref, c'est assez glauque. Mais elle a toujours voulu contrôler la vie de Orson. Et même quand son passé le rattrape, elle essaye encore de manipuler Orson. Elle va faire revenir Alma, elle va faire croire à Alma que Orson est toujours amoureux d'elle. Elle va essayer de faire en sorte que Orson et Alma fassent un enfant ensemble. Comme ça, elle pourra éduquer cet enfant. Et après, vu qu'elle a raté sa connexion avec son fils Orson, elle va se dire peut-être qu'elle aura un peu plus d'impact et qu'elle pourra avoir une seconde chance et toujours garder plus de contrôle. Orson, il a toujours cru que son père s'était suicidé, mais en réalité, c'était sa mère qui avait tué son père et elle va essayer même de tuer Brie. Donc voilà, j'ai trouvé cette personne-là vraiment malveillante. Bon, bien sûr, c'est un stéréotype et ça part dans les extrêmes. Pourquoi j'ai choisi Desperate Housewives? C'est parce que Desperate Housewives, c'est vraiment la série qui va vous apprendre le plus sur des gens. Parce que
d'apparence, on peut penser que des gens sont extrêmement gentils, bienveillants, ou on va donner des caractères spéciaux à certaines personnes de par leur physique ou leur comportement. Mais tout le monde a des secrets, tout le monde a des choses qui sont invisibles. Et je trouve que cette série, Desperate Housewives, elle décrit pas mal la société. Après, bien sûr, comme c'est une série, c'est de la fiction, c'est toujours en exacerbé. Mais franchement, des fois, je vois certains faits divers. Et je vois que franchement, ça part aussi des fois dans les extrêmes, dans la vraie vie. Donc voilà. Donc pour la personne passive-agressive, narcissique, manipulatrice, j'ai choisi la mère d'Orson. Mais bien sûr, il y en a certaines qui le sont à certains degrés. Par exemple, Eddie Britt, elle est un petit peu comme ça, mais je dirais peut-être elle est à 50% comme ça. Elle n'est pas non plus dans les extrêmes. Il y a un petit peu Gabi, un petit peu qui est comme ça, un petit peu narcissique, tout ça. Mais il y a toujours une belle évolution. J'aime bien le personnage de Gabi parce qu'il y a une belle évolution dans son personnage sur les 8 saisons. Du coup, il y a une complexité qui est beaucoup plus intéressante avec elle. Mais on va y revenir parce que là, on n'en est qu'à la numéro 2. En numéro 3, on a la commère. Méfiez-vous des commères. Méfiez-vous des gens qui sont trop friands de gossip. Moi, personnellement, j'aime pas faire les gossips. J'aime pas ça. Maintenant, on le fait tous à un certain degré. Eleanor Roosevelt, elle avait dit « Great minds discuss ideas, average minds discuss events, and small minds discuss people ». Ça veut dire les esprits brillants, ils parlent d'idées, les esprits moyens parlent d'événements et les petits esprits parlent des autres gens. Il y a 2 styles de gossip. Il y a les gossips innocents, les commérages un petit peu innocents. Quand par exemple vous retrouvez des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, vous discutez, ah ben telle personne va bien, qu'est-ce qu'elle devient? Mais non, c'est pas vrai, elle s'est mariée, ah mais c'est trop cool et tout. Ça c'est des gossips, tout le monde fait ça, tout le monde prend des nouvelles des gens qui ont plus ou moins compté à une certaine période de notre vie. Mais il y a les gossips malveillants. Les gossips malveillants, c'est quand des mensonges sont colportés. C'est quand une personne va essayer de dire du mal de vous. C'est quand, par exemple, vous confiez vos secrets à une personne que vous considérez être votre amie et que cette personne va répéter vos secrets. Ça, c'est des gossips malveillants. Et parfois, ces personnes-là, parce qu'elles font semblant d'être votre amie, elle va essayer de vous presser votre jus, savoir tout de vous et le répéter à des personnes qui ne vous aiment pas. Ou parfois, justement, elle va inventer des choses sur vous pour des situations qui se sont passées entre vous, des choses fausses, pour les répéter à des personnes qui vous connaissent et pour influencer leur avis sur vous. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour détecter ce genre de comportement? Bon, vous n'êtes pas teubés, hein, je sais, si vous me suivez, je sais que vous êtes des gens qui sont sensés et qui réfléchissez. C'est très important de savoir cerner les gens. Pourquoi, d'après vous, on a 2 yeux, 2 oreilles et qu'une bouche? C'est parce qu'il faut observer et écouter 2 fois plus que la ramener. Et ça, c'est très simple. Quand vous avez une personne qui vient s'asseoir à votre table, qui va parler de sa BFF avec qui elle traîne tout le temps, à qui elle like toutes ses photos sur Instagram et qu'elle va lui parler, qu'elle va la critiquer dans son dos et que le lendemain, vous la voyez dans ses stories en train de kiffer un resto ou en soirée et qu'elle se snap et que machin, alors que la veille, elle était en train de la critiquer, cette personne-là, ne lui racontez pas vos secrets. Cette personne-là, elle n'est pas digne de confiance. Cette personne-là, vous ne pouvez pas vous confier à elle et être ami avec cette personne. Donc voilà, la commère, faites gaffe aux commères. Dans Desperate Housewives, j'ai une personne qui adore fouiner son nez dans la vie des autres. C'est Martha Huber. Alors Martha Huber, c'est quand même à cause d'elle que Marie-Alice Young s'est tiré une balle dans la tête parce qu'elle aime trop fouiner dans la vie des autres. En fait, comme elle n'a rien à faire de sa vie, elle va vivre par procuration pour avoir un semblant d'excitation dans sa vie personnelle et une certaine mission de surveiller les gens. Et ces commères, elles aiment bien aussi se comparer, savoir si, ah ben tiens, vu que ce sont des personnes à l'intérieur qui sont vides, elles vont essayer de savoir si dans votre vie, vous avez des défauts, si votre vie, elle tourne pas comme elle devrait, si vous avez des secrets, si vous avez fait des trucs dont vous n'êtes pas fiers et tout. Comme ça va leur apporter une gratification personnelle et elle va se sentir un petit peu valorisée parce que vous n'êtes pas parfaite, vous avez des défauts, donc vous n'êtes pas aussi bien que vous prétendez l'être. Martha Huber, bon, c'est clairement ses commérages et sa sournoiserie qui lui a causé du tort parce qu'elle est tombée après sur Paul Young. Du coup, vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez ce qui s'est passé, les lettres,
Je ne vais pas vous refaire toute la série. Mais voilà, si vous avez une personne aussi qui est très commère, mais commère malveillante, dans Desperate Housewives, elles le sont toutes. On le sait, Gabi, Brie, Lynette et Suzanne, ce sont toutes un peu des commères, mais bon, il y a commère et commère. Martha Huber, c'est vraiment le paroxysme du commérage malveillant. Numéro 4, des personnes à fuir. La personne négative. C'est difficile d'être ami avec une personne qui est tout le temps négative parce que cette personne-là, elle va trouver un problème à chaque solution. C'est compliqué parce que vous allez être enthousiaste sur un projet, vous allez lui raconter un petit peu ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre. Et cette personne-là, elle va vous démotiver. Elle va être négative avec vous. Elle va vous dire non, franchement, je ne le sens pas. Non, non, non. Et déjà, les doutes, parce qu'on est tous dotés d'une conscience, on a toujours du doute dans notre tête. On dit souvent qu'on est notre pire ennemi. Et des fois, on se ralentit nous-mêmes, on procrastine, on ne croit pas en nous. Ça vient du doute. Mais la personne négative, elle va appuyer sur le doute et elle va donner raison à votre petite voix intérieure qui va vous dissuader de faire des choses parce que cette personne-là est négative et parce que cette personne-là est foncièrement dans un mal-être profond pour la plupart du temps. Je ne veux pas généraliser, mais les personnes négatives en général, elles voient le verre à moitié vide. Ce sont des personnes qui ne prennent pas de risques, qui se complaisent dans leur vie médiocre. Je généralise et je stéréotype de fou quand je dis ça parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des personnes qui sont juste en dépression, que c'est une période de leur vie où elles sont très négatives. Et là, dans ce cas-là, il faut les aider, ces personnes-là. Il faut les emmener chez des professionnels, il faut leur donner, faut essayer de leur redonner le goût de vivre. La plupart du temps, des fois, c'est causé par une rupture ou par une perte d'emploi, par un moment où on se sent un petit peu vide, où on se sent un petit peu perdu. Ça arrive à tout le monde et c'est tout à fait normal. Mais la durée d'une émotion, elle est de 90 secondes. Au-delà de ça, ça devient une habitude. Ça arrive à tout le monde d'avoir une journée dans la semaine où on est en dépression. Parce que notre corps, il est constamment en pression. C'est des cycles en fait. Il y a la pression et après, il y a la dépression. On a tous besoin d'avoir une journée où on se vide, où on n'est pas bien. C'est normal. Notre corps, il ne peut pas tout le temps être au taquet. Par rapport à la durée d'une émotion qui est de 90 secondes, si ça dure plus de 90 secondes, ça devient une habitude. Et si ça devient plus d'une journée, une semaine, tout ça, ça devient un état. Donc, si cet état dépressif, il dure trop longtemps, je vous demande d'aller consulter. Voilà, il ne faut pas que cet état de négativité dure trop longtemps dans votre vie. Donc, si vous avez une amie qui est tout le temps négative, ça va être très compliqué de connecter et d'évoluer. À un moment donné, il va y avoir une rupture, il va y avoir un détachement parce que à partir du moment où à chaque fois que vous vous réjouissez pour des choses qui se passent dans votre vie et que cette personne-là, elle est négative, vous savez ce genre de petites phrases toutes faites qui semblent anodines mais qui ne le sont pas en réalité parce que c'est une construction intérieure qui s'est faite depuis des années avec des biais cognitifs ancrés en soi et pour les déconstruire, ça prend du temps en fait. Vous savez, ces petites phrases du style ah, on ne peut pas tout avoir » ou « ah, c'était trop beau pour être vrai ». Non, en fait, ça, il faut se faire un mental diet. Un mental diet, c'est à chaque fois que vous avez des pensées négatives, il faut les clean, il faut les travestir en pensées positives. Et ça va par de simples petits mots. Par exemple, ah, vous faites tomber un truc par terre et vous dites « oh putain, je suis trop conne ». Non, ne dites pas ça. Vous n'êtes pas conne. Parce qu'à force de dire ça, en fait, vous savez, à chaque fois que vous sortez un mot, you cast a spell to the universe. À chaque fois qu'il y a un mot qui va sortir de votre bouche, ça va déclencher des vibrations. Ça va déclencher un impact sur votre humeur et ça va affecter votre mindset. Et après, il y a tout qui va s'enchaîner. Je ne sais pas si vous avez regardé The Secret. Ça parle, voilà, quand on parle de loi de l'attraction, c'est un petit peu ça en fait. À chaque fois que vous avez des pensées négatives, ça va être toujours votre journée, elle va s'enchaîner de succession d'événements un peu négatifs. Et du coup, pour changer son mindset, ça part de là, de simples phrases, de petites corrections qu'on se dit. Mince, vous corrigez, vous autocorrigez. Et moi, je déteste la phrase « on ne peut pas tout avoir ». Qui est l'abruti qui a dit qu'on ne pouvait pas tout avoir ? C'est sûr qu'à force de se répéter « on ne peut pas tout avoir », ben non, vous n'aurez pas tout dans votre vie, ça c'est sûr. Donc, arrêtez avec cette phrase « on ne peut pas tout avoir » parce que qui a dit ça en fait ?
Qui a dit qu'on ne pouvait pas tout avoir? Non, 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 non. On peut tout avoir et on va tout avoir, d'accord les gars? Appelez-moi Panglos, il n'y a pas de problème, j'assume. Mais non, je ne veux pas rester dans ce mindset de loser en fait. C'est un mindset de loser quand on se dit on ne peut pas tout avoir. Il y a des gens, ils ont tout. Vous regardez des… Je suis sûre que vous avez des exemples à l'esprit, des personnes… Bien sûr, on ne peut pas forcément savoir tout ce qu'il y a dans une vie des hommes, mais il y a des gens, ils s'en sortent super bien. Et ils semblent tout avoir. Donc pourquoi ne pas se mettre dans ce mindset-là? Comme Léna Situation a dit, plus c'est plus, ça fait plus. Plus restons positifs les gars. Voilà. Donc… L'amie qui va être négative, soit il faut parler avec elle, faut essayer de lui changer son mindset. Mais si vous voyez son mindset, il est trop compliqué, faut la prendre à petite dose. Parce que en fait, elle risque de vous bloquer. J'ai trouvé un personnage qui est extrêmement négatif. Comme je vous l'ai dit, là, on va vraiment dans les extrêmes. Il s'agit de la maman de Eddie Orlowski. Alors, Eddie Orlowski, je pense que c'est dans les dernières saisons. Vous savez, c'est le pote des frères jumeaux Scavo, le petit brun comme ça qui a agressé des filles. Il y a un épisode sur lui où on comprend toute sa vie et on se rend compte que sa mère, en fait, quand elle a divorcé de son père au début, elle s'en est pris à son fils, elle était tout le temps négative. Elle lui disait tout le temps, oui, t'es un bon à rien. I always said the worst mistake I'd ever made in my life was having you. Mais non, tu réussiras jamais. Mais non, oh là là, tu t'es comme ton père, tu ressembles à ton père. Et ça, c'est vraiment très triste parce que des fois, dans nos familles, on a des personnages comme ça qui sont très négatifs. Et malheureusement, on ne peut pas évoluer avec ce genre de personnes-là parce qu'on ne va jamais se sentir bien avec ce style de personnes négatives dans notre entourage. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, la mère d'Eddie, elle est horrible et sa négativité a fait de son fils un monstre entre guillemets. Malheureusement, ce genre de comportement, ils peuvent pousser à l'aliénation, à créer des personnages qui sont problématiques pour la société et qui font du mal à autrui. Donc voilà. Ça peut être très dangereux, la négativité, et c'est contagieux malheureusement. C'est comme le bonheur, c'est contagieux, la négativité c'est contagieux. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais méfiez-vous des gens trop négatifs. La numéro 5, roulement de tambour, la drama queen. Oh là là, my God. La drama queen, la nana qui va vous faire des problèmes à chaque fois et qui est friande de drama. Il n'y en aura toujours que pour elle. Ce sera toujours « oh là là, il m'est arrivé ça ». Elle va toujours vouloir se mettre dans des situations rocambolesques. C'est la nana qui va se taper son boss, qui va sortir avec des hommes mariés, mais qui sait que machin, qui va être dans des trucs toxiques, mais qui va être friande de drama parce qu'en fait, elle va se mettre dans des situations où ça sera comme une drogue pour elle. Elle va chercher sa dose d'oxytocine. En fait, l'oxytocine, c'est une des hormones du bonheur et de l'excitation en fait. Quand la personne vous met des petits papillons dans le ventre et après la personne, elle ne va pas vous parler pendant des semaines ou des jours, elle ne va pas vous calculer, elle va vous ghoster, là, vous avez l'hormone du stress qui va revenir, ça va être cortisol. Donc, en fait, les mecs un petit peu avec qui que vous allez fréquenter, qui ne sont pas stables, qui ne sont pas consistants, ils vont vous donner cette dose, ce shot d'oxytocine et après, derrière, ils vont mettre de la cortisol. Donc, ça va faire un balance oxytocine, cortisol, oxytocine, cortisone. Et en fait, votre cerveau, il va être addict à cette oxytocine que vous avez que très rarement. Donc, il va vouloir prendre son shot d'oxytocine. Donc, il va se mettre dans des situations en fait, où vous allez retrouver cette excitation. C'est mauvais parce que c'est pas comme ça que vous allez trouver la paix en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et ces copines-là, c'est des drama queens. Elles aiment trop cette… balance entre cortisol et oxytocine, elles se mettent dans des histoires de fous. Elles sont friandes de drama. C'est le genre de personnes qui… Après, on est tous plus ou moins friandes de drama à certaines échelles. Là, vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des stéréotypes exacerbés. Vous allez voir que dans la liste des 9 copines à absolument fuir que je vous donne, il n'y a personne qui sera à 100% des caractéristiques que je vais vous donner. Ça, c'est vraiment dans les extrêmes. Mais parfois, vous aurez des personnes qui ont plusieurs de ces traits. Alors là, vraiment, s'il y a plus de 4 ou 5 caractéristiques chez une personne, là, ça fait beaucoup. Donc, vraiment, là, je vous conseille un petit peu de vous préserver sur ça. Albert Einstein, il a dit « La plus grande bêtise de l'homme, c'est de reproduire les mêmes erreurs et d'attendre un résultat différent. » La drama queen, elle s'en fout de reproduire les mêmes erreurs parce que
en fait, elle est un petit peu addict à cette routine d'avoir beaucoup d'excitation, des downs, etc. Il n'y en aura toujours que pour elle, ce sera vous qui devrez être là pour elle. En plus, elle s'en prendra à vous. Ça, c'est important de le souligner. La différence entre une drama queen et une fille narcissique, c'est que la drama queen, elle ne va pas essayer de vous manipuler pour arriver à ses fins et elle ne sera pas forcément en rivalité avec vous. Elle va juste, dans sa vie, faire plein de bêtises. Elle n'écoutera jamais vos conseils et ça risque de vous affecter parce que vous sentirez un petit peu que c'est de l'amitié à sens unique et vous ne sentirez pas utile pour elle, quoi. Ce sera très compliqué même de lui parler pour pas qu'elle se vexe, pour lui donner des conseils, etc. C'est compliqué d'être copine avec une fille qui est toujours à la recherche d'émotions extrêmes. Personnage de Desperate Housewives qui est drama queen. Je sais que vous vous dites toute la même chose. Suzanne Delfino. Non mais Suzanne Delfino, la plus grande drama queen du game. C'est une fille qui est attachante. Pourquoi? Parce que voilà, elle est toujours all over the place, elle est maladroite, elle est friande de drama. Pourquoi? Ça s'illustre dans plusieurs choses. La compétition avec Eddie. Quand Mike il est arrivé à Wisteria Lanes, c'était ça le drama, c'était son premier drama. Quand elle a eu Mike, après, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées, c'était les problèmes d'argent. Il y a eu l'épreuve où Mike il se fait renverser, il tombe dans le coma. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle attend, 4 mois il est resté dans le coma. Gars, 4 mois, c'est bon, tu peux serrer les fesses, Suzanne. 4 mois, bon ok, il va peut-être pas se réveiller avec ça, mais 4 mois, c'est pas beaucoup. 4 mois, elle était déjà avec Ian, le mec pété thune que sa femme, machin. Et quand Mike il s'est réveillé, elle est dans le lit avec Ian. Elle aime trop les problèmes, c'est pas possible. 4 mois, tu peux attendre 4 mois, non? Enfin après oui, bon, elle savait pas et tout, elle avait pas de perspective, mais 4 mois c'est pas beaucoup. Voilà, bref, Mike il se réveille, elle est dans le lit de Ian, elle arrive, Mike il a plus la mémoire. Donc comme il n'a plus la mémoire et qu'elle ne veut pas se sentir seule, elle va rester avec Ian et elle va un petit peu jongler entre les deux. C'est une nana toujours dans le drama. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour le récupérer? Elle va monter en haut de la montagne en randonnée avec son petit sac et tout. Mais genre, et même, il y a ce personnage de la randonneuse là qui lui dit « Vous êtes friande de drame, vous venez, vous n'êtes pas préparé, vous n'avez pas les bonnes chaussures, vous n'avez pas les trucs. Vous aimez trop ça en fait. » Et c'est vrai. Quand on connaît toute votre histoire avec Mike, il n'y a pas besoin d'être un génie pour deviner d'où vient le problème. D'où il vient? De vous. Le bonheur, ça vous intéresse pas. Vous, c'est le drame, votre drogue. Quand vous êtes en manque de drame, vous en provoquez un. Vous faites des galipettes avec votre ex-mari, vous trompez une victime dans le coma, et maintenant, vous faites de la randonnée en montagne sur les traces d'un type qui ne se doute pas une seconde que vous allez débarquer. On est sûr de rien. C'est possible qu'il vous reprenne, finalement. Seulement, quand les choses vont se tasser, vous allez en remettre une couche parce que vous vous êtes tout simplement fâché avec le bonheur. C'est genre, elle se trouve toujours dans les pires situations, mais c'est parce qu'elle laisse traîner les trucs et qu'elle a envie de voir en fait. Pour moi, c'est le personnage le plus drama queen de la série, mais j'aime beaucoup Suzanne, je l'adore et franchement, c'est un de mes personnages favoris de la série. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres personnes un peu drama queen dans la série à mettre dans les commentaires. Numéro 6. Des profils à éviter en amitié. La fille prétentieuse. Vous voyez, la prétentieuse, c'est la nana qui va raconter sa vie comme si c'était que des succès. Elle va jamais parler de ses échecs et vous allez avoir du mal à vous identifier à elle parce que c'est la nana qui va se la raconter dans tout. Sa vie, elle est parfaite, elle gagne beaucoup d'argent, elle a ci, elle a ça et en fait, elle va en faire des caisses. Et ça, c'est compliqué d'être amie avec une fille prétentieuse parce que tu dis, bon, c'est pas trop, la sincérité, elle est où? Et en plus de ça, tu te dis, la fille ne parle que d'elle, quoi. Elle a un souci existentiel, en fait. Elle va se servir de vos yeux comme d'un miroir et elle va se mater toute la journée. Elle va se mater, elle va dire, oh voilà, ouais, je suis comme ci, je suis comme ça. Et c'est trop, en fait, c'est trop compliqué. Et j'ai une anecdote à raconter par rapport à ma vie personnelle. Une fille que j'aimais bien avant. Et je me suis rendu compte de ce trait de caractère qui était vraiment outrancier et en plus qui était mêlé à la numéro 3. C'était la numéro 3, la commère. Ces deux attributs, ils vont de pair. Hein. Le fait d'être commère et le fait de se la raconter et d'être prétentieux. Ça va souvent ensemble. Donc, je vous raconte mon anecdote. Il y a quelques années, on sortait du confinement. C'était en 2021. J'avais fait une pyjama party chez moi et j'ai invité plein de copines, plein de nanas que j'aimais bien. Et il y a une des filles que j'ai invitées. Déjà, la nana, c'est la seule, elle vient les mains vides.
Du coup, j'ai dit, bon, c'est pas grave, hein, voilà, je veux pas qu'on forcément, voilà. Mais déjà, petit red flag pour commencer, je t'invite à une truc, je loue un Airbnb, voilà, je vous mets bien. Moins de trucs, tu viens avec une bouteille d'orangina, je sais pas, tu vois, Bref, elle vient les mains vides à mon anniversaire, c'est pas grave, je m'en fous. Mais en fait, c'est son comportement durant toute la soirée auprès de mes autres copines qui m'a un petit peu choquée. C'est qu'en fait, toute la soirée, elle a monopolisé l'attention, elle a monopolisé la parole, elle racontait sa vie et elle critiquait les gens. Et ça, en fait, j'ai trouvé que c'était super malaisant parce que c'était tout le temps là, elle racontait sa vie. Ouais, j'ai fait tel casting. Ah, mais je ne me suis pas entendue avec le réalisateur. Ah, mais la meuf du réalisateur, elle est comme ça. Tac, tac, tac. Elle commence à raconter sa vie. Ouais, mon mec, il m'a fait sa demande en mariage. Elle a raconté sa vie pendant toute la soirée. Enfin, c'est quand même mon anniversaire. Pendant toute la soirée, elle a raconté sa vie. Et en plus, j'ai remarqué des traits de caractère qui ne me plaisaient pas parce qu'elle parlait d'une de ses meilleures potes. Elle parlait en mal d'elle dans son dos devant des meufs qu'elle ne connaissait même pas. Et là, j'ai dit, wow, cette fille-là, je vais la fuir comme la peste parce que j'ai trouvé que c'était super déplacé. C'est un gros manque de respect pour moi, déjà de monopoliser de 11h jusqu'à 5h du matin. Elle était encore en train de commérer sur le fauteuil et nous, on était en train de ranger. Et j'ai trouvé que c'était un super gros manque de respect de se comporter comme ça à mon anniversaire, que c'est un manque de délicatesse aussi de venir les mains vides. Et le fait de monopoliser le temps de parole, c'est pas ta journée. Moi, je m'en fous. Moi, je suis pas là pour briller. En fait, je suis là pour créer. J'ai toujours dit ça dans ma vie. Je suis pas née pour briller. Je suis née pour créer. Je m'en fous que la lumière, l'attention soit pas sur moi forcément. Mais là, c'est mon anniversaire. Pourquoi tu parles toute ta vie? Tu as cru que c'était ta soirée à toi, que c'était moi, que je t'avais organisé une soirée pour toi. C'est ça, en fait. J'ai trouvé ça super mal poli de toute la soirée, monopoliser le temps de parole. Et en plus, c'était des public speaking, c'est-à-dire que les filles, elles la regardaient et tout. Elles écoutaient, quoi. Mais c'était un peu gênant et surtout raconter et critiquer des amis à elle devant des filles qu'elle n'avait jamais rencontrées. Je trouvais que c'était un petit peu effrayant même et malaisant. Du coup, voilà, ça c'est ça. Ça, c'est la meuf prétentieuse à éviter dans vos amis. La fille dont je vous parle, elle est vraiment à 90% super prétentieuse. Mais après, dans votre entourage, il y aura toujours des personnes qui le seront à 10%, 20%, 30%. Et là, du coup, dans Desperate Housewives, j'en ai trouvé deux personnages qui étaient un petit peu vantardes et prétentieuses. C'est bien évidemment Gabi et Renée, la copine de Lynette. Alors Renée, elle est à un degré au-dessus de Gabi et je vais vous expliquer pourquoi. Gabi, quand elle arrive dans Wisteria Lane, c'est la nana, genre vous c'est la populace et moi je suis la star. Et ça en fait c'est gênant parce que vous voyez à un moment donné, le tout premier jour, il y a un épisode qui raconte le tout premier jour où chaque personne est arrivée dans Wisteria Lane. Et le jour où Gabi elle arrive, en fait, elle veut pas se mélanger avec les autres filles. Et il y a cet homme à tout faire qui lui dit oui, je connais très bien la série, je l'ai regardée plein de fois, c'est une de mes séries préférées. Et donc cet homme à tout faire, il dit oui, vous devriez aller voir jouer au poker avec vos voisines, elles sont super sympas. Elle les invite chez elle pour jouer au poker. Elle arrive avec des grands habits. Soyez les bienvenus sous mon toit. Je lui ai dit, mon bichon, c'est comme ça que j'appelle Bon Jovi. Je lui ai dit, mon bichon, si je savais barrer un yacht, c'est clair que je le ferais pas avec des talons de 13 cm. Véridique. Ça alors, vous avez une vie fascinante. C'était avant que mon mari m'oblige à venir dans cette espèce de trou perdu. Entre nous, je sais pas comment vous faites. Comment ça? Pour vous lever le matin. Je suis là que depuis un mois et j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. J'ai fait une carrière de mannequin au top niveau et il va sans doute falloir que je me fasse à l'idée que la meilleure période de ma vie appartient au passé. Je peux dire adieu aux soirées vodka avec Kate Moss et bonjour aux dégustations de café lyophilisé avec vous toutes. Et après, bon, elles ont fait des soirées de poker sans elle. Et en fait, quand l'homme à tout faire, il lui a dit la vérité, il lui a dit ouais, mais en fait, vous passez votre temps à vous vanter, à juger, vous les traitez comme des personnes de seconde zone et vous êtes la star, ça ne se fait pas. Donc après, elle a eu cet état de conscience et elle s'est excusée et elle a tombé le masque, elle a fait tomber les armes aussi et elle a dit voilà, je suis désolée, mon mari il n'est jamais là, je m'ennuie terriblement. Là, elle a commencé à montrer sa vulnérabilité. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait ses amies, parce que ses amies, elles ont pu connecter avec elle et se dire « Ah bah tiens, en fait, elle est seule et tout ça, ça explique, ceci explique cela ».
Et ce que j'aime bien dans le personnage de Gabi, qui est un de mes personnages préférés aussi de la série, c'est qu'il y a une vraie évolution du personnage. C'est-à-dire qu'au début, c'est la meuf égoïste, narcissique, etc., qui pense qu'à sa gueule et qui est un peu détestable sur les bords. Mais après, voilà, il y a des épreuves qui lui arrivent dans sa vie. On se rend compte qu'elle est touchante, qu'elle aime foncièrement son mari quand il devient aveugle, etc. Bon, elle a toujours ce petit côté égoïste. Mais voilà, elle est là, elle tient la maison à bout de bras. Il lui arrive vraiment des vraies galères dans la série à Gabi. Et franchement, je trouve que c'est un des personnages qui évolue le mieux. Du coup, voilà, son degré un petit peu de vantardise, il est un petit peu proportionnel à l'argent qu'elle a dans son compte. Quand elle est misérable, elle la ramène pas. Mais quand elle a un peu d'argent, ça y est, elle se la raconte, quoi. Donc ça, c'est pour Gabi et René. Donc voilà, le personnage de René que j'aime bien aussi, qui est l'amie de Lynette. Alors déjà, quand elle débarque à Wisteria Lane, on ne comprend pas c'est quoi qui les lie. C'est le jour et la nuit. Lynette et René, c'est le jour et la nuit, on ne comprend pas. Donc oui, c'est le genre de personnes que vous avez côtoyées au lycée. Vous avez pris deux styles de vie différentes. Et quand vous vous retrouvez, les gens, ils voient vraiment le contraste. René, c'est une personne, quand elle arrive, elle est très vantarde. Oui, elle a des millions. Elle est là avec son téléphone. Vas-y, non, ne me parle pas, ne me parle pas. Et genre, ah, salut, ça va. L'amie prétentieuse à petite dose. Voilà, si elle a un degré de je me la raconte qui est tolérable, ça va. Mais quand c'est trop poussé à l'extrême, franchement, je vous dis à fuir. Voilà. Numéro 7 des copines à éviter, c'est la copine allumeuse. L'allumeuse, en fait, c'est la nana, tu vas lui présenter un mec, que ce soit ton daron, ton frère, ton mec, elle va vouloir le draguer. Elle va vouloir avoir de l'emprise sur lui, elle va vouloir se sentir désirée par cette personne. Voilà, c'est ça l'allumeuse en fait. Elle s'en foutra en fait. Elle va juste se nourrir en fait de la satisfaction de plaire à la personne. Elle va pas forcément vouloir que le mec, il la demande en mariage ou du sérieux avec lui. Elle va juste se satisfaire de l'impact qu'elle va avoir sur ce mec-là en fait. Et ça va nourrir son ego, ça va la faire briller et elle va sentir qu'elle a du pouvoir parce qu'elle va pouvoir contrôler cette personne. Le problème de l'allumeuse, c'est qu'en fait, si tu vas lui présenter ton mari ou si tu vas l'inviter à dîner et que voilà, il y aura une petite soirée arrosée ou pas, des fois il y en a, elles n'ont même pas besoin d'alcool pour venir draguer ton cum, c'est que ça va être, c'est-à-dire elle va savoir que tu n'es pas chez toi et que ton mari il est à la maison, elle va venir demander du sucre, tu vois, elle va venir poser son boule et taper la discussion avec son mari. Forcément, toi, dans ton couple, il y a des hauts et des bas, vous avez des trucs, et elle va le pousser à se confier. Elle va lui dire « Ah, mais c'est vrai, il se passe ça. Oh, mais tu sais, machin. » C'est un truc de dingue. Il y a des hommes qui sont comme ça, et il y a des femmes qui le sont. Donc voilà, avoir une copine allumeuse dans ses amis, qui manque de valeur, qui n'a pas la présence d'esprit de respecter un petit peu ton cercle à toi, que ce soit ton daron, ton frère ou ton mari. L'allumeuse, elle va vouloir tout rafler sur son passage. Elle va vouloir draguer son prof, elle va vouloir draguer son boss, elle va vouloir avoir du pouvoir sur les hommes en fait. Et c'est compliqué d'avoir une amie comme ça. Et là, on va faire vraiment le profil psychologique de Eddie Britt. Parce que Eddie Britt, c'est la plus grosse allumeuse de Desperate Housewives. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit épisode où on apprend un petit peu l'enfance de Eddie Britt. Quand elle était petite, en fait, je crois qu'elle le raconte à Gabi ou à Suzanne, je ne sais plus. En fait, quand Eddie est petite, son papa quitte sa maman et quand son père quitte sa maman, il prend toutes ces petites figurines de chevaux qu'elle avait en collection dans sa chambre, il lui a prises et il lui a dit qu'elle était trop grande pour jouer avec et il les a données à la fille de sa nouvelle femme. Ça, elle a pris ça comme une trahison, Eddie. C'est le truc qui lui a fait un petit peu comprendre que qu'il y a des hommes qui sont des connards, mais de ouf. Comment tu peux voler les jouets d'une gamine de 10 ans? Donc au moment où son père quitte sa mère et lui prend ses jouets, Eddie, elle a associé le fait d'être un lâche, le fait d'être un connard aux hommes en fait. Je pense qu'Eddie, elle veut se sentir aimée par les hommes et elle veut pouvoir les contrôler parce qu'elle n'a jamais eu la capacité de contrôler l'injustice qu'elle a vécue quand elle était petite. Donc, c'est un petit peu une revanche sur le passé. Elle veut les contrôler. Et le problème de ce comportement d'allumeuse, c'est qu'elle ne va pas pouvoir garder des amis. Si vous avez regardé la série, vous voyez Eddie, au début, voilà, elle essaye de mettre le grappin sur Mike, mais finalement, comme il la calcule pas trop, elle arrive quand même à sortir avec d'autres gars. D'ailleurs,
Suzanne, elle a mis le feu à sa maison parce qu'elle croyait que Eddie était avec Mike alors qu'elle n'était pas avec Mike. Vous voyez, sa relation avec Mike au départ, elle n'a pas réussi à l'avoir, c'est Suzanne qui l'a eu finalement. Donc pour faire chier Suzanne, bah, elle va sortir avec Carl, son ex-mari. Et même, ça devient carrément sérieux avec Carl. Et même Suzanne, la drama queen, du coup, donc l'allumeuse vs la drama queen, quand elle est avec Carl et tout se passe bien. Et quand Carl la quitte, forcément, elle veut se venger, elle a une batte et finalement, bah, il réussit à la quitter et quand il sort sa voiture, bah, c'est le camion qui percute la voiture. Du coup, bah, elle lâche la batte et tout, donc elle a eu sa petite vengeance. Mais elle s'en fout parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait avec Carl, elle a eu l'impact qu'elle voulait vis-à-vis de Suzanne, sa plus grande rivale. Quand Mike il tombe dans le coma, elle part à l'hôpital dire à Mike qu'ils étaient proches, qu'ils flirtaient, etc. Donc après, elle essaye d'avoir Mike. Et bon, il ne se rappelle pas, c'est compliqué, etc. Il y a une période aussi où pendant qu'il ne se rappelle pas, Mike il est accusé d'avoir tué Monique Polier. Donc à partir du moment où Mike va en prison, ah bah là, elle disparaît, Eddie, parce que l'allumeuse est foncièrement égoïste et quand ça va pas dans son sens, ben elle va pas être là pour soutenir le mec vu qu'elle est en fait ce qu'elle aime c'est pas le mec, elle va rechercher juste la satisfaction de plaire aux hommes et la satisfaction de les contrôler. Donc une nana qui est allumeuse ne viendra pas vous voir en prison, s'en foutra et vous oubliera quand vous allez tomber, messieurs. Je suis vraiment désolée. Je suis pas capable de gérer ce genre de choses, c'est trop dur. Et tu viens me dire ça le jour où moi, on me met en prison. Donc qu'est-ce qu'elle fait pendant que Mike il est en prison? Elle va draguer Carlos. Donc Carlos Solis, qui n'est plus avec Gabi pour diverses raisons. Et voilà, ça va agacer un petit peu tout le monde. Donc là, elle sort avec Carlos. Gabi, elle l'apprend. Enfin, ça se fait pas. Enfin, je veux dire, le code d'honneur des potes, des copines. Bon, on est des voisines, on n'est pas proches de ouf. Mais quand même, tu vois, ça se fait pas. Je veux dire, il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Tu vas te taper mon ex-mari, ça se fait pas. Donc, elle s'est tapée Carlos. Ensuite, il y a eu Orson. Parce qu'à un moment donné, Orson, il se sépare de Brie. Donc, Orson, il va dormir chez Brit. Donc, elle va l'héberger. Donc, ça va pas lui plaire à Brie. Et il va y avoir un bisou échangé. Bon, elle est pas sortie avec Orson. Mais quand même, quoi, je veux dire, le seul mec qu'elle s'est pas tapé de la série, c'est Tom Scavo. Elle s'est tapé tous les mecs de la série, tous les mecs de ses copines, quoi. Ça se fait pas. Donc, même à un moment donné, l'allumeuse, Eddie Britt, elle va se mettre toutes ses voisines de Wisteria Lane Idaho parce qu'elles en ont marre d'elle. On arrête. On t'invitera plus à jouer au poker. Aucune de nous ne discutera avec toi. On ne fera plus coucou en te voyant faire ton jogging. Dorénavant, t'es invisible. Et on veillera à ce que toutes les femmes à 10 km à la ronde sachent que t'es une pourriture. On a essayé d'être tes amis, mais tu comprends pas ce que c'est que des amis. Alors maintenant, on va être quelque chose que tu comprends. Attendez les filles, je reconnais que je suis allée trop loin. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Vous avez entendu quelque chose, non? Moi non plus. Ensuite, numéro 8 des profils de copines à éviter, c'est la compétitrice. Alors, je vous arrête tout de suite, vous allez me dire oui, mais c'est bien d'être des compétitrices, on se tire vers le haut. Comme je l'ai dit par rapport à la jalousie et l'envie, c'est la même chose. Quand il y a de l'admiration dans la compétition, c'est bénéfique. C'est-à-dire que oui, être un petit peu en rivalité avec des copines et tout pour se motiver pour le travail ou même pour le sport ou pour devenir mais dans un truc vertueux, pour chacune devenir la meilleure version de nous-mêmes dans la bienveillance, il n'y a pas de mal à ça et franchement, il faut l'être un petit peu pour se motiver, pour se surpasser, on va dire. C'est grave important. Mais la compétitrice malveillante, ça va être la nana en fait qui va voir ton potentiel, mais qui va toujours vouloir être plus que toi, qui va toujours vouloir être meilleure que toi et qui risque au final de te mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez jeune et tout ça et que vous aviez des dîners de famille et que là que vous allez voir vos cousines et vos tantes et qui vous posent plein de questions sur votre vie pour savoir où est-ce que vous vous situez par rapport à elles en fait. Ça, c'est de la compétition malveillante par exemple. Parce que forcément, la tante, elle va vouloir que sa fille, elle soit mieux que vous. Donc, elle va vous poser des questions. Et les cousines entre elles, elles se mettent grave. Elles ont la pression de leur daronne, de leur mère. Et donc, du coup, elles vont être en compétition. Et moi, je me rappelle, j'ai une anecdote à raconter par rapport à ça. Moi, j'ai perdu ma grande sœur il y a quelques années. Et c'est vrai que ma grande sœur, moi, j'avais beaucoup d'admiration pour elle et tout ça. Mais quand on a perdu notre père, elle en faisait vraiment qu'à sa tête. Elle n'écoutait pas ma mère. Et c'est vrai que des fois, voilà, elle se retrouvait dans des situations où voilà, elle sortait en soirée, etc. Et elle se faisait beaucoup critiquer par mes cousines. Et je me rappelle de cette anecdote, justement,
où mes cousines, elles se comparaient à ma sœur. Oui, mais elle fait ça, donc c'est pas bien et tout. Et où j'avais pris la parole et je dis, mais vous la connaissez pas, c'est quoi votre problème en fait? Et ça m'avait grave choqué que mes cousines parlent sur ma sœur et qu'elles étaient toutes en compétition avec elle. En fait, j'ai vu, vous êtes jalouse d'elle ou quoi? Et en fait, le truc, c'est que comme ma sœur, elle était tellement belle, elle était tellement intelligente, elle avait tellement un gros potentiel, elle se délectait un petit peu du fait que voilà, elle soit un petit peu perdue et que dans sa vie et qu'elle ne fasse pas les bons choix en fait, parce que ça leur donnait une chance de la surpasser, ça leur donnait une chance de la rattraper. Et ça, je l'ai vu très tôt dans les familles et je pense que vous aussi, vous avez dû voir ça dans vos familles. Les personnes qui sont toutes en compétition entre elles, c'est celle qui aura la meilleure mention au bac, c'est celle qui aura trouvé un mari riche ou forcément qui a une bonne situation, ou tout simplement un mari tout court, ou celle qui sera, voilà par exemple, celle qui sera vierge au mariage, celle qui montrera un modèle de vertu, celle qui sera dans la religion. Et voilà, et ça en fait, si vous voulez, vous aurez ça partout, que ce soit dans vos amis ou même vos collègues de travail. Les collègues de travail, la compétitivité entre collègues de travail, parce qu'elles n'ont même pas le statut d'amis. Donc ça, c'est très compliqué à gérer. Il faut juste savoir déceler, il faut juste avoir du discernement sur les gens, savoir qui vous veut du bien et qui vous veut du mal. Et malheureusement, il y aura toujours des gens qui vont mettre un masque et vous faire penser qu'elles veulent le meilleur pour vous. Et en réalité, voilà, les personnes compétitives. Et ça peut être toxique dans une amitié. Et des fois, il y en a qui sont compétitifs dans le couple. Et là, en fait, dans Desperate Housewives, il y a deux personnes qui sont en compétition constamment et qui sont en couple. Je sais que vous avez trouvé, c'est Lynette et Tom. Oh mon Dieu. Alors en fait, c'est très simple. Et quand on voit l'évolution des personnages au cours des épisodes, on comprend. En fait, Lynette, ce qui la rassure, c'est d'avoir le contrôle. Et Tom, en fait, il navigue, il évolue beaucoup son personnage. À un moment donné, il fait un travail qu'il déteste, donc il en a marre, il a envie de rester père au foyer. Donc c'est Lynette qui part au charbon. Donc là, cette période-là où Lynette, elle ramène les sous à la maison. Et lui, après, il est malheureux dans ce statut-là parce qu'il se sent un petit peu émasculé par Lynette parce que c'est elle qui ramène, c'est elle qui remplit le frigo et tout ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il veut? Il a une lubie, voilà, il a une idée, il veut faire sa propre pizzeria. La pizzeria cool, Lynette, elle a un cancer, il se retrouve avec des problèmes, tout ça. Donc quand Lynette est guérie de son cancer, elle travaille pour Carlos. Donc après là, c'est encore Tom qui est à la maison, qui s'occupe des enfants. Quand Lynette elle tombe enceinte et que c'est Tom qui va la remplacer pour son travail. Elle aime pas cette situation parce qu'elle a déjà trop d'enfants. Elle a déjà trop de gosses et elle sait qu'elle va devoir rester à la maison. Et quand, conversation avec Carlos, quand les bébés sortent, c'est moi qui récupère mon travail. Ah, mais moi, je pensais que tu voulais rester à la maison pour pouponner. Et là, ça la rend ouf. Non, elle veut pas redevenir mère au foyer. Elle veut redevenir cette working girl et tout ça. Enfin, elle a fait des bêtes d'études. Ils sont tout le temps en compétition. Et ça s'illustre aussi quand Tom, voilà, donc Tom, il prend du galon et il se fait débaucher par une grosse entreprise. Et là, il est VP, il gagne grave de la thune. Et c'est à ce moment-là, quand Tom dépasse Lynette, c'est à ce moment-là que leur relation part en vrille et c'est à ce moment-là qu'ils se séparent. Et ça s'illustre à cette scène, vous voyez, quand ils ont tous leurs enfants, qu'ils réunissent leurs enfants et qu'ils font un exposé sur les meilleures vacances. Donc elle vient avec un bus camping-car. Voilà, on va faire un road trip et tout ça. Et lui, non, on va partir en vacances à Hawaï. Et donc, carrément, les deux, ils sont en compétition, ils font un exposé avec leurs enfants. Et c'est ça qui va un petit peu être le début de la fin. Parce que voilà, la compétition, elle est devenue trop toxique. Lynette va se retrouver avec une personne qu'elle ne reconnaît plus, qu'elle ne contrôle plus. Et ça, elle va très mal le vivre. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils se séparent. Et puis finalement, bon, eux, ils ont un vrai ciment parce qu'ils ont des enfants, ils ont vécu des choses incroyables ensemble, ils ont survécu au cancer de Lynette. Il y a tellement d'amour dans leur relation que finalement, ils arrivent à se remettre ensemble et à surpasser ça. Une amitié qui est très compétitrice dans la série, j'en ai trouvé une. C'est l'amitié entre Brie Van de Kamp et Catherine Meffer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Catherine Meffer arrive dans Wisteria Lane, Brie, elle l'aime pas parce qu'elle lui ressemble trop. Elle fait des meilleurs gâteaux qu'elle, elle cuisine très bien comme elle a la même façon de s'exprimer, la même façon de se comporter. Et Brie, en fait, ça la déstabilise parce qu'elle, en fait, c'est son identité. Donc, qu'une personne arrive avec les mêmes caractéristiques qu'elle,
elle est vraiment déstabilisée parce que c'est elle qui est comme ça. Catherine, en fait, elle veut juste que Brie soit son amie. Même si elle arrive à déceler les vices de Brie, hein, elle arrive à lire dans son jeu parce qu'elle se ressemble tellement que c'est comme si elle l'avait faite. La fois où, par exemple, elles doivent organiser un genre de réception où ils vont décerner un prix à la personne la plus active dans la vie des habitants de Wisteria Lane. Donc il y a toute une cérémonie, un gala qui se met en place et c'est tout le temps Brie qui s'occupe du gala. Et là, cette année, Catherine, elle lui a dit bah, « si tu veux, je vais t'aider ». Et Catherine se retrouve à organiser énormément de choses et elle se retrouve même à présenter le gala et ça rend Brie complètement folle. Il y a cette scène un petit peu avec les classeurs, vous voyez, elles se retrouvent toutes les deux et Brie, elle ramène son classeur, voilà, ça c'est mes idées, qu'est-ce que tu en penses? Donc Catherine, elle ne veut pas empiéter sur le travail de Brie, donc elle la met en veilleuse, elle ne dit rien. Et après, elle dit, bon, mais vu que tu me proposes de mon avis, et là, elle arrive avec un classeur 4 fois plus gros que celui de Brie et elle le pose sur la table. Et là, Brie, en fait, là, à partir de ce moment-là, elle se rend compte du potentiel de Catherine. Et là, elle se dit, waouh, mais la meuf est complètement folle. La meuf est plus ouf que moi. Catherine, en fait, elle a un immense potentiel. Et même, donc, du coup, bon, pour revenir au gala, elle va présenter le gala, elle va dire « Ouais, vous avez essayé de m'empoisonner. » En fait, pourquoi elle a présenté le gala? C'est parce que c'est Brie qui allait avoir cette récompense. Et Brie, en fait, elle n'est pas contente et tout ça. Et à la fin même de l'épisode, Brie, elle lui explique « Oui, vous êtes trop comme moi, je pense qu'on ne pourra jamais être amis. » Et Catherine, elle dit « C'est dommage parce que justement, il n'y a pas quelqu'un qui va vous comprendre mieux que moi, en fait. Donc, vu qu'on est pareil, c'est moi qui vais vous comprendre mieux. » Donc voilà, bon, ça ne leur empêche pas de travailler ensemble. Donc quand Brie, elle ouvre son business, bien sûr, Catherine a travaillé pour Brie, etc. Mais au fil des épisodes, vous voyez qu'elle est toujours dans l'ombre de Brie, elle travaille pour Brie, elle fait des trucs pour Brie, en fait. Et en fait, elle n'arrive pas, tant qu'elle a Brie en tant que copine, Catherine Meffer, elle n'arrivera jamais à s'émanciper tant que Brie reste sa copine. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est là où il faut écouter. Quand vous avez une copine qui vous ressemble trop et qui veut toujours être au-dessus de vous, parce que Brie, elle ne va jamais la laisser s'émanciper, elle ne va jamais la laisser la dépasser. Vous voyez? Quand Catherine, finalement, voilà, elle a ses histoires, le coup de couteau, je vous la fais courte, quand elle quitte Wisteria Lane avec la jolie blonde, l'ancienne stripteaseuse, tout ça, qu'elle part vivre en Europe. À la fin des épisodes, elle revient avec une proposition d'offre d'emploi pour Lynette. Elle revient pétée de thunes. Parce que quand elle a été loin de Brie, quand elle est partie faire ses projets, ses business, etc., elle a vu son full potentiel et elle revient à la tête d'une entreprise qui fait des millions, qui développe des pâtisseries européennes, etc. Elle a son siège qui est à New York. Donc en fait, elle vient en mode, regardez, voilà, j'ai percé, j'ai créé ça. Et parce qu'elle est talentueuse et qu'elle est très intelligente et businesswoman et qu'elle est consistante et que c'est une hardworking girl, tu vois. Mais je me dis, si elle était restée à Wisteria Lane, est-ce qu'elle aurait fait ce grande entreprise? Est-ce qu'elle se serait émancipée? J'en doute, parce qu'elle aurait toujours été dans l'ombre de Brie. Tu te souviens de mes croissants? C'était toujours les meilleurs de la rue. C'est ce que tu pensais, en tout cas. Donc vous voyez ce style d'amitié compétitrice, quand ça peut être bien parce que la personne, elle vous comprend et que la personne, vous partagez des traits de caractère similaires, etc. Donc, vous êtes en compétition. Mais quand c'est à outrance, il y aura toujours une des deux personnes qui voudra avoir le dessus sur vous et vous contrôler. Et malheureusement, la personne la plus gentille, la plus, comment dire, pas gentille dans le sens, voilà, la plus nia, on va dire, la plus vulnérable, eh ben, elle va toujours se mettre en dessous d'elle parce qu'elle aura trop d'admiration pour elle et ça va freiner son émancipation. Et je pense que, voilà, Catherine, si elle n'était pas partie en Europe et qu'elle était restée à Wisteria Lane, ben, elle n'aurait pas évolué aussi bien que loin de Brie, sa plus grande rivale. Numéro 9, des copines à éviter, c'est la copine opportuniste. Alors, la copine opportuniste, ça va être la copine qui va être là que pour les bons moments, qui va être là si vous pouvez lui accorder des choses, si elle peut gratter sur vous. Quand elle a un problème, vous êtes là et elle règle ses problèmes. Elle va profiter de vous, elle va graviter autour de vous par intérêt. Cette copine-là, elle vous aime pas vraiment. Elle va toujours avoir une idée derrière la tête pour arriver à ses fins. C'est-à-dire qu'elle va se servir de vous. Le jour où vous allez avoir besoin d'une amie, vous allez avoir besoin d'aide pour un service, pour un truc, elle sera trop occupée pour vous.
Elle va être busy, non, elle va être là, ah ouais, mais non, là, je peux pas, ah, mais non, là, je peux pas. Donc ça, cette personne-là, elle est opportuniste. Genre, quand elle a besoin de vous, vous êtes là, et quand vous avez besoin d'elle, elle n'est pas là. Franchement, ça, flemme, en vrai, flemme. Une amitié, il doit y avoir une balance équilibrée. Et selon moi, la personne la plus opportuniste dans Desperate Housewives, c'est le personnage de Felicia Tillman. Alors, Felicia Tillman, c'est un délire. L'idée qu'elle a derrière la tête, Felicia Tillman, c'est anéantir Paul. Cette situation, comme elle ne va pas évoluer comme elle le veut, ça va la rendre dingue et elle va manipuler tout le monde autour d'elle. Elle va vouloir manipuler Zach. Elle a manipulé, même à un moment donné, Suzanne Delfino. Quand Suzanne, elle faisait des plats à Paul et tout ça, elle venait empoisonner, elle faisait genre ami-ami avec Suzanne pour pouvoir empoisonner Paul. Elle a même manipulé sa propre fille pour avoir un œil sur Paul pendant qu'il était en prison. Et quand il est sorti de prison, elle a mis sa fille dans la gueule du loup en fait pour pouvoir contrôler Paul. Mais c'est vraiment à outrance. Donc comme je vous l'ai dit, là c'est vraiment 100% opportuniste. Voilà, la personne opportuniste aura toujours une idée derrière la tête. Elle ne sera pas votre vraie amie. Elle sera là que par intérêt. Donc vraiment, méfiez-vous des gens opportunistes. J'ai trop parlé, franchement j'ai trop parlé, je suis désolée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez continuer à voir. Je vais faire d'autres vidéos de ce style-là. N'hésitez pas si vous avez des recommandations de vidéos. J'ai bien aimé un petit peu vous donner des exemples avec la série Desperate Housewives parce que c'est une série que tout le monde a regardée, je crois. Je vous embrasse et à très bientôt sur Siam TV. Salut!